bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, votre émission de musique. Alors, ce soir, on va parler du roi des instruments. Le roi des instruments, j'imagine que vous avez déjà deviné, il s'agit bien sûr du piano. Et peut-être que cela, vous l'ignorez, 37% des Français regrettent amèrement de ne pas faire de piano. J'en sais quelque chose, j'en fais partie. Mais si vous faites partie des 63% qui ne regrettent pas, je pense qu'à la fin de cette émission, vous regretterez peut-être, car nous recevons ce soir deux princes du clavier. Un qui parle depuis le territoire du jazz, mais qui est plutôt ouvert à d'autres musiques, et l'autre qui parle plutôt du territoire du classique. En fait, je vous laisse découvrir leur présence juste après la vidéo que nous vous proposons. Le piano, cet instrument merveilleux que l'on peut jouer de 7 ans jusqu'à 77 ans, le piano que l'on peut jouer de 7 ans jusqu'à 109 ans. Je m'explique juste avec cette vidéo. Je ne vous fais plus attendre et je vous dévoile l'invité de nos deux très prestigieux musiciens, pianistes musiciens, avec Nathanaël Gouin. Bonsoir Nathanaël. Nathanaël, c'est un peu un des grands princes actuels dont on parle beaucoup au sujet de votre nouveau disque Caprice, dont on va évoquer l'existence dans cette émission. Et Baptiste Trottignon, alors c'est un peu, si on résume de manière schématique et forcément erronée, un jazzman et un musicien classique. Ça vous va cette étiquette ou déjà on commence mal ? Il faut des étiquettes, donc on va s'en... C'est une étiquette partielle, on va dire. Voilà. Alors, on a vu un jeune pianiste russe assez formidable de 7 ans qui vient et une dame de 107 ans. Qu'est-ce qui vous surprend le plus des deux ? La liberté, la détente dans les images qu'on voit, pour un enfant de 7 ans, c'est prodigieux. C'est complètement irréel. Mais... Baptiste ? Il y a un ambitus, on va dire, pour parler en termes musicaux. La musique, ça peut être à n'importe quel âge, on pourrait dire simplement. Vous auriez pu faire autre chose que pianiste ? Musicien, j'aurais pas pu faire autre chose. Après, un autre instrument que le piano, peut-être, je sais pas, mais je crois que je me suis jamais posé la question. C'était musicien. Mais pourtant, l'un et l'autre, vous avez un point commun. Enfin, vous avez pas mal de points communs, on va voir ça. Vous avez commencé tous les deux par le violon. Ah oui ? Oui. C'est vrai. Ah bah voilà. D'accord. Bah oui, exact. Bravo. Eh bien voilà, c'est ça quand on travaille et quand on prépare son émission. Bravo Michel. Je vous propose de regarder tout de suite de la musique, d'entendre de la musique avec Nathanaël Gouin, évidemment, qui va jouer un merveilleux, une rhapsodie sur un thème de Paganini, opus 24, à la variation 18, car dans votre disque, dans Caprice, on s'étend dans des variations, dans des caprices, dans une liberté. Et quoi de mieux que de commencer par cette liberté, Paganini, votre piano, l'orchestre Varsovia Sinfonia, musique.
Nathanaël, ce merveilleux moment de piano avec orchestre, c'est issu de ce disque. Caprice. Alors, je me suis demandé au début, quand je l'ai reçu, est-ce que ce caprice-là, cette liberté-là, correspondait à l'absence de liberté des musiciens classiques qui doivent jouer ce qui est écrit? Est-ce qu'il y a eu ce besoin de liberté à l'origine de ce travail, de cet enregistrement? Oui, peut-être, effectivement, mais je trouve que de toute façon, l'équipe de La Vie veut qu'on ait un cadre et qu'on essaie de s'en affranchir par un besoin de liberté. Et pour nous, le cadre, c'est la partition. C'est aussi des fois le programme qu'on peut choisir, qu'on choisit des fois longtemps à l'avance. Et notre mission, c'est d'essayer de trouver le maximum de liberté là-dedans et de s'en nourrir et de le partager sur un moment bien précis. Donc sur un disque, effectivement, j'ai pu profiter de cette œuvre-là et de sillonner à travers 3 siècles pour ce thème-là du caprice, qui est un mot qui illustre beaucoup de choses, le désir, l'enfance. Donc, quand vous entendez un musicien classique parler de liberté, est-ce que vous vous dites, moi dans le jazz, je suis encore plus libre, ou est-ce qu'il ne s'agit pas des mêmes libertés? Alors, c'est marrant parce que c'est passionnant, parce que d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, cette notion de soif de liberté, personnellement, ça fait partie des choses qui m'ont motivé, enfant, adolescent, pour faire de la musique avec aucun doute sur « je veux faire ça ». Mais j'ai juste une toute petite anecdote qui est évoquée par ce que tu viens de dire, et par Rachmaninov, parce que je crois que c'était à partir d'une partition de Rachmaninov. C'était Bill Evans, grand pianiste de jazz, donc, dans les années 60, qui, à l'époque où le free jazz prenait de plus en plus de place, où on cassait les harmonies et les mélodies, et Bill Evans, lui, était très mélodique, très harmonique, plus facile d'écoute peut-être que des musiciens de free jazz qui cassaient les structures, et qui se disaient libres, justement, affranchis des rythmes et des harmonies. Et Bill, lui, il voulait vraiment garder les harmonies. Et il avait eu cette phrase géniale, et je crois que c'est en ouvrant une partition de Rachmaninov, où il s'est mis à jouer la musique. Et voilà, c'est ça la liberté, c'est find space where there's no space. Trouver de l'espace là où il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire les notes sont imposées, effectivement, ce que tu disais, quoi. Et que dans cet espace où tout est imposé, trouver de la liberté. C'est ça l'art de l'interprète, je pense. Mais Baptiste peut improviser, vous ne pouvez pas improviser. Où est cet espace de liberté dont parle Baptiste? Moi, personnellement, j'ai commencé la musique en improvisant énormément. Et du coup, c'est quelque chose dont je me sens pas, je me suis jamais senti enfermé dans une partition. Il m'arrive très souvent d'improviser à ma manière, de manière plus romantique que celle que font les jazzman, mais c'est une forme d'improvisation. Et j'ai jamais ressenti cette forme, je me suis jamais senti frustration, quoi. Évidemment, le jazz représente ça, synthétise ça, mais je trouve que dans la musique, avec le Liszt le faisait énormément, il demandait à improviser sur tel thème que lui donnait le public. Donc c'est quelque chose d'ailleurs que j'aurais envie de refaire, pourquoi pas. On apprend au Conservatoire de Paris à improviser? Ah oui, il y a des classes d'improvisation. Ça s'apprend à improviser? Bien sûr, ça ne s'improvise pas. C'est des milliers d'heures de travail pour comprendre le langage. C'est pas du tout l'improvisation. Tiens, bah ouais, j'ai des idées, je me mets au piano. Enfin, là, je parle en tant que pianiste, mais il y a tout un langage qu'on travaille pendant des années ou des décennies. Il y a beaucoup de codes. C'est un vrai langage. Alors, j'ai regardé la construction de votre album qui est absolument passionnante. Donc, les Rachmaninov qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi un Bach inédit. Il y a Reynaldo Hahn, qui était un musicien très proche de Marcel Proust, une pièce très peu connue, qui a un titre, je vous laisse le prononcer. Minyu Minek. Minyu Minek. Vous avez même une pièce de Maurice Ohana, dont on parle rarement, qui est un formidable compositeur. La composition d'un disque, est-ce que c'est aussi là aussi que se situe la création? C'est-à-dire comment on met telle pièce avec telle autre? Très souvent, on a une colonne vertébrale qui arrive assez vite, avec des envies. Et puis, au fur et à mesure, il faut tresser, il y a des choses qui viennent, d'autres, on se dit, on a des choix. Très souvent, il faut renoncer à beaucoup de choses. Il y aurait de quoi faire un deuxième disque, évidemment. Donc, il y a des choses, vraiment des pièces où je me suis dit, c'est ma subjectivité, je l'assume totalement, comme le Minyu Minek, comme les Vases Caprices, des pièces qui ne s'appellent pas le Caprice, par exemple le Festin d'Ésope, de Charles-Valentin Alcan, dont on connaît trop peu. C'est mon interprétation qui, pour moi, est quelque chose de forme d'esprit du caprice. Mais nulle part il est stipulé que ça en est un. Et j'ai voulu résumer un petit peu ce terme-là par plein de textures différentes. Alors, depuis votre liste, vous avez fait aussi un Bizet qui a enchanté, qui a reçu tous les prix, toutes les critiques les plus dithyrambiques, etc. Quand on entend du bien de son travail, que ce soit vous ou vous, est-ce qu'on s'en lasse? Non, mais... Est-ce qu'on se dit, moi seul, je sais ou... Non, non, loin de là. Mais je dirais que c'est des encouragements, c'est jamais une fin en soi, les louanges. Après, je pense que c'est important d'être, plus que d'être fier de son œuvre, d'être fier de son art.
Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut garder en soi, quoi. Ce qu'on défend de façon générale, pas seulement nos petits trucs à nous. Alors, on va voir, vous avez énormément de points communs, parce que quand on a commencé l'émission en disant « lui, c'est le classique et lui, c'est le jazz », évidemment, les frontières sont extrêmement poreuses. J'ai regardé avec attention le livret de votre disque. Et il est écrit à l'intérieur du livret que vous rendez hommage à Nicolas Angelich et que vous lui dédiez ce disque. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quelques mots qui était cette merveilleuse personne et ce merveilleux artiste Nicolas Angelich? C'est un des pianistes, un des musiciens qui a vraiment marqué l'histoire du piano de ces dernières années. C'était une personne absolument hors du commun. Une immense rencontre. J'ai vraiment été extrêmement inspiré d'abord par lui en tant que musicien à travers les disques, les concerts, et puis quand j'ai eu la chance de le rencontrer et même de partager le piano avec lui, cette énergie, cette espèce de gentillesse profonde, vraiment. Et donc il nous a quittés à l'âge de 51 ans, ça a été un drame l'année dernière. pour tout le monde classique. Ce qui est troublant et qui est très émouvant, c'est que vous avez partagé des instants musicaux avec lui, mais vous aussi. Et je vous propose d'en regarder un. Nicolas Angelich à quatre mains avec Baptiste Trottignon autour de Maurice Ravel. Ouais, tu vois. Attends. Vous ne saviez pas visiblement l'un et l'autre que vous aviez partagé de la musique avec Nicolas Angelich? Non, et c'est à la fois très émouvant de recevoir ces images de Nicolas. Et puis c'est très drôle parce qu'il se trouve que hors plateau, 10 minutes avant, dans la conversation entre Nathalie, on a parlé de Nicolas et de cette émission parce qu'on parlait de passer à la télé. Ouais. On a parlé de la matinale de France Musique. C'était une matinale de France Musique où il faut être à 8 h du matin. Et je dis oui, une fois, j'en ai parlé il y a 10 minutes, mais c'est le plus grand des hasards, c'est drôle. J'en ris parce que par contre, de voir Nicolas, ça me fait un coup de blues. C'est très émouvant. Et quand est-ce que vous vous êtes aperçu que vous aviez ce petit truc en plus? Quand vous étiez enfant, ado, jeune, vous le savez toujours pas? Non, j'espère que vous le savez quand même. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en plus? Et voilà, et puis d'autres personnes pourraient penser que non. Non, effectivement, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, spontanément, il y a quand même, on se dit qu'on a un rapport avec la musique qui est extrêmement frontal et qu'on ne pourrait pas faire autre chose. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire... Voilà, il n'y a pas quelqu'un, Baptiste, qui dans votre vie est venu vous dire « Toi, tu as un truc ». Ça se passe pas comme ça ou si? Qu'est-ce qui va me sortir comme archive là? Oh. Il se méfie, on voit qu'il se méfie. Oui, je pense que je me suis pas complètement planté de direction, on va dire. J'ai fait de la musique sans... Des fois dans les workshops, etc., dans les masterclass, on rencontre des gens beaucoup plus jeunes que nous qui sont déjà inquiets de leur avenir musical, etc. Alors oui, c'était peut-être il y a 25 ans, etc. Je ne dis pas que c'était plus facile, mais c'était moins compliqué que maintenant, peut-être, pour émerger en tant que musicien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'adolescent, et je pense que c'est pareil pour toi, il n'y avait pas la question j'y vais pas. J'avais pas le choix, c'était obligé, quoi. Je ne me voyais pas faire autre chose. Ne pas avoir le choix quand on est face à la musique, c'est peut-être la chose qui vous unit déjà à la base. Oui, on s'est animé par quelque chose, voilà, de toute façon. Puisqu'on parle de jeunesse et d'adolescence, il y a quelqu'un qui a une question à vous poser sur votre adolescence. C'est quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est Marie Chilem. Qui est Marie Chilem? C'est une altiste merveilleuse. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Donc, Eh bien, vous allez voir, elle vous connaît depuis toujours. Marie Chilem, c'est la question surprise WhatsApp. Ouais. Mon cher Nathanaël, je me demandais quel était ton souvenir le plus heureux à l'adolescence avec ton piano? Avec mon piano? Ah oui, alors... Effectivement, c'est difficile à dire. Moi, j'ai quand même l'impression que le moment où j'ai décidé de me consacrer au piano et d'abandonner le violon, autour de 14 ans, je ne sais pas si c'est toujours heureux, mais je me suis dit à ce moment-là, c'est le moment d'y aller, l'harmonie, le rapport au clavier, tout ce répertoire gigantesque.
il y a quelque chose qui me parle et qui fait que je peux rester des heures devant cet instrument. Et donc, je sais que l'orchestre me manquera, que plein de choses. Mais le piano, je crois que c'était quelque chose de très heureux quand j'ai décidé de prendre cette décision, que j'ai renoncé au violon. C'est assez inouï, paradoxalement. Je ne sais pas si c'est un mot qui te parle. Moi, j'ai toujours considéré le piano, l'instrument piano, comme un allié dans ma vie, quoi. Oui, j'aime bien cette notion aussi. Mais... Ça vous arrive d'être trop mal pour ne pas jouer ou trop bien pour ne pas jouer? Est-ce que des fois le piano sort de votre vie? À la maison, oui, bien sûr, oui. C'est sain, heureusement, parce que si on était Mais des fois, addict... on se dit, non, là, je peux pas. Oui, le seul truc qui est emmerdant, c'est si on ne peut pas et qu'on a un concert à faire là, maintenant. Donc là, c'est bon, on y va quand même. Mais bien sûr que des fois, on a besoin de lâcher prise. Hein. Vous souriez. On m'appelle la zone. Baptiste, continue, on va parler de l'album qui donc vient de sortir, qui s'appelle Brexit. Alors Brexit, c'est un hommage à votre manière, à votre sauce, je vais dire, de la musique anglaise. Pourquoi cette envie, ce besoin de prendre la musique anglaise, de la jazzifier, de la baptistiser, hein? Pourquoi vous avez choisi ce répertoire? En fait, c'était aussi une envie de revenir à un son de trio très groove, la fameuse configuration du trio jazz, piano, contrebasse, batterie. Vous pouvez nous dire d'ailleurs qui sont les... Et c'est pour ça que j'ai fait appel à ces deux magnifiques musiciens de la scène new-yorkaise, Matt Penman, contrebasse, et Gregory Hutchinson, batterie, et avec qui j'avais déjà joué, mais on n'avait jamais gravé ensemble un album à trois. Et le dernier album que j'avais fait en trio, comme ça, qui était assez proche du groove, comme ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc j'avais besoin de revenir à ça, parce que ça fait partie de mon ADN premier, même je ne suis pas afro-américain, mais c'est quand même venant des Roll Garner aussi, quoi. J'ai tiré cet amour du groove afro-américain de là. Et j'avais envie de revenir là, avec un truc un peu ludique aussi en termes de répertoire. Les albums précédents étaient très écrits, avec que des compositions, de la création. Et donc là, j'avais envie de dire, allez, j'écris rien et je prends un répertoire assez marrant dans le monde du jazz. Alors après, j'anticipe la question déjà. non, mais après, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que il y a des choses que j'ai écoutées beaucoup, notamment les Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. Le premier album avec mon argent de poche que j'ai acheté, le premier 33 tours, quand j'avais 6-7 ans, c'était Abbey Road. Et puis j'ai écouté beaucoup Pink Floyd, etc., Led Zeppelin, etc. Mais après, il y a des choses que je ne connaissais pas encore très bien, donc c'était l'occasion aussi pour moi d'explorer un petit peu des zones que je connaissais moins bien, comme Radiohead, par exemple. Alors là, on regarde là, il y a plein de chansons, donc il y a effectivement les Beatles, mais il y a aussi Police, il y a Sting, il y a évidemment Ziggy Stardust, il y a David Bowie. Donc, pour que les téléspectateurs comprennent bien à quelle sauce vous les mangez, et à quelle sauce vous les honorez, on va prendre un exemple. Un exemple, par exemple, Message in a Bottle, qui est cette musique qu'on entend, que tout le monde connaît. Alors, on a tous, en tout cas les gens de ma génération, dansé sur ces chansons. Message in a Bottle avec la voix de Sting. C'est donc Police. Et je vous propose d'écouter maintenant ce que vous avez fait de cette musique, comment vous l'avez détournée, mastiquée, illuminée différemment pour en faire quand même votre musique. Là, j'ai rajouté quelques-uns. Donc, quand deux pianistes écoutent un pianiste, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est irrésistible, c'est magnifique. Il a, de partir de quelque il n'a chose. pas le droit de dire que c'est pas bien. Non, évidemment. Ce qui me fascine, Qu'est-ce que c'est vous que... regardez d'abord? C'est l'harmonie, c'est le doigté, c'est le répertoire que vous connaissez, tout le monde connaît. Il ne regarde pas, il écoute. Cette manière de tresser une phrase qui d'abord est dans un temps court, puis après qui s'étend et qui se développe, faire une forme. Alors, je ne sais même pas si à ce moment-là, tu savais sur quoi tu partais forcément. Donc, il y a quelque chose de fascinant dans l'improvisation d'un jazz, partir d'une grille, etc. Et rajouter la note qui fait qu'on est absolument touché, c'est merveilleux. Alors, cet album dont on est en train d'évoquer s'appelle donc Brexit Music. Et figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui veut vous poser une question au sujet de ce titre, et c'est quelqu'un qui vous connaît un tout petit peu. C'est le formidable pianiste Pierre de Bettman. Oh! Salut mon Baptiste. Bon, c'est super beau ce que tu as fait, comme toujours.
Et en fait, j'ai peut-être une question qui est plutôt une requête. C'est promets-moi que si jamais tu fais la même chose avec de la musique française, tu l'appelleras pas Frexit Music. Juste, allez, promets-moi ça. Je vous le jure, je vous le jure. L'humour de Pierre de Bettman, donc il n'y aura pas de disque qui s'appellera Frexit, on est bien d'accord? Non, non, et puis de la part de Pierre, quand on le connaît, c'est très drôle parce qu'il est très fort, il réfléchit beaucoup à tout ce qui est géopolitique, etc. Donc c'est très drôle, yes. Écoutez, ce que vous, en trio, vous faites de cette musique de Drive My Car des Beatles, comment vous l'avez éclairé, transformé, détourné pour en faire le petit bijou qui repose sur ce disque. Nathanaël, vous qui fréquentez Bizet, Schumann, Prokofiev, que sais-je encore, McCartney, c'est de la musique classique, non? Oui, complètement. D'ailleurs, avec mon ami Astrid Serranossian, on avait fait des arrangements de Quincy Jones et de Michel Legrand. J'ai pas eu tant l'impression de m'aventurer dans des terrains qui étaient pas classiques. J'aime pas ces frontières-là qu'on peut ériger. Évidemment, on est moins habilité et formé à aller dans ces univers-là, mais il y a tellement de choses à faire. Ce sont des partitions. Les frontières, c'est pas votre truc non plus. Bah, disons que c'est sympa d'essayer de les briser un peu. Ouais. Après, c'est aussi, en ce qui me concerne, j'ai un petit problème avec ça. J'ai toujours eu l'envie d'ubiquité, quoi, d'être plusieurs personnages. Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, peut-être qu'il y a une déformation comme ça. Donc c'est vrai, et je suis très gourmand. Je fais souvent le parallèle avec la bouffe, quoi. Est-ce que vous voulez bien vous allonger sur le canapé? Non, pas maintenant, ça sera trop long, vous n'aurez pas le temps. Mais... J'ai trouvé un document qui va vous mettre tous les deux d'accord, parce que vous avez bien compris cette histoire qui était le propos initial de différence entre la musique classique et tout ça, c'est de la foutaise, si vous me permettez l'expression. Le maître Paul McCartney, qui donne le secret de ses compositions. Il n'a pas une composition bien précise. Il n'a pas une question pour nous, non? Et non, McCartney. Et vous allez voir comment, en fait, les chefs-d'œuvre de McCartney sont très liés avec Jean-Sébastien Bach. Me and George used to sit around learning all the basic rock and roll chords. But there was one little thing we used to do, which was a sort of semi-classical thing. It was like a little show-off piece we had. Well, it was actually classical, but we made it semi. We didn't quite know it, you know, but it was a thing by Bach, and it went like this. And so, wait for it. So, well, it actually goes but we didn't know that second half. And that was a bit we went wrong. But I always liked this little. So years later, I then adapted it into the song Blackbird. Taking that sort of thing, you know. Dooby 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 dooby, you were all waiting for the moon to rise. And I said, I'm not prepared, not all of them do that. J'imagine que ce document vous enchante, n'est-ce pas? C'est chouette, c'est chouette. C'est la même facture. Quand on est là, il parle d'une chanson Blackbird, qui est une chanson à lui, pour le coup, de McCartney, qu'il a écrite, qu'on connaît bien. Mais bien sûr que les compositeurs, en général, tirent leur source d'inspiration de plein d'autres trucs qui ne sont pas forcément les trucs pour lesquels ils sont connus en tant que joueurs. Alors, vous avez été l'un et l'autre compositeurs. Vous êtes tenté par la composition, Nathanaël. Vous composez pour orchestre, vous avez fait travailler avec des solistes, avec des orchestres. Je vous propose de voir, comme une petite respiration dans cette émission, une vidéo où l'on vous voit en plein travail de composition. Oula.
Alors, le travail de compositeur, ça, c'est vraiment autre chose. Vous n'êtes pas devant le piano, vous êtes devant l'ordinateur. Là, c'est Anima, là. Oui, la symphonie que j'ai écrite. Une pièce orchestrale. C'est ma chérie qui avait... de Pau. C'est ma chérie qui avait fait cette vidéo, c'est son métier. Pendant le confinement, on s'embêtait un peu à la maison, tournait un peu en rond à la maison. Et on a fait ça l'après-midi. Et en fait, la partie créative, je dirais, trouver les mélodies, les mouvements, etc., c'est plutôt papier-crayon. Mais après, je rentre effectivement, si vous voulez savoir le détail, alors, je rentre les informations dans un logiciel et je fais des allers-retours après entre le piano et l'ordinateur. Vous faites pareil quand vous composez? Oui, alors je suis passé beaucoup par le papier depuis que je suis jeune. C'est ce qui me plaisait, d'être au piano. Voilà, c'est un peu l'image qu'on a, une main au clavier, l'autre main en train d'écrire. Mais j'ai découvert récemment la musique assistée par ordinateur, MAO, et ça m'a, notamment pendant le confinement, je me suis vraiment plongé là-dedans. C'était un peu mon exutoire et ça m'a énormément plu aussi. Alors, est-ce que vous savez ce qui arrive aux compositeurs, aux musiciens, pardon, instrumentistes, quand ils disent « je suis compositeur », eh bien, il arrive ça. Salut Baptiste, je suis ravi du concerto que tu m'as écrit, que j'adore jouer. J'ai juste une question, quand est-ce que tu écris une pièce pour nous deux et qu'on joue ensemble? Voilà, et ma bonne émission. Parce que tu as parlé. Alors, Romain Leleu, quand est-ce que tu vas composer un duo pour qu'on joue tous les deux? Parce que quand on compose, évidemment, tous les copains musiciens viennent frapper à la porte. Eh ben, allons-y, Romain. On s'appelle demain, puis on met ça en place. Vous avez des musiciens comme ça qui vous sollicitent et quand est-ce que tu écris pour moi? Pas tant que ça non plus, hein. C'est-à-dire que ça arrive effectivement, mais c'est un peu les deux. Parfois c'est moi qui vais les chercher en leur proposant des choses. Il y a un instrument parfois, pour c'est lequel eux qui vous viennent avez me envie chercher. d'écrire particulièrement, à part le piano bien évidemment? J'ai envie de développer l'orchestre parce que c'est tellement riche et j'estime en être qu'au début. J'ai écrit 5-6 pièces d'orchestre, mais c'est... Je vois que Nathanaël, il se marre, il se dit, ça y est, les amis musiciens commencent à frapper à la porte. Vous avez tort de vous marrer, parce que ça va vous arriver aussi. Oula. Nathanaël, maintenant que nous connaissons bien tes grands talents d'arrangeur, quand vas-tu enfin composer une sonate pour violoncelle et piano? Bon, ben voilà, une commande est passée. Astrid Serranossian, formidable violoncelliste que nous avions accueilli sur ce plateau. Quand est-ce que tu vas composer pour moi, pour violon et piano? Je suis obligé de dire oui, voilà, c'est officiel. Non, c'est quand? C'est quand, oui, il va falloir trouver une date. Alors, c'est peut-être le plus dur dans la composition, c'est d'avoir une date. Vos dates de concertistes sont évidemment chargées pour les prochaines années, les années qui viennent. Puisqu'on en parle, quand est-ce qu'on peut vous entendre prochainement en France, Baptiste? Alors, le Brexit Trio avec les copains, avec Matt et Greg, on est à Paris. Venez donc faire la fête à Paris, au Bal Blomet, le 10... 15e arrondissement de Paris. Le 10 et le 11 octobre prochain. Et puis il y a plein d'autres choses, mais après, les dates parisiennes proches, ça va être... Nathanaël, quand est-ce qu'on peut vous entendre, la grande dès date? dès demain à l'auditorium de Radio France, et puis le 6 novembre pour la sortie du disque Caprice à la salle Cortot. Puisqu'on a entendu parler Astrid Serranossian, votre amie avec qui vous avez fait de la musique, je vous propose quand même d'écouter sa musique, qui est cette merveilleuse violoncelliste. Ouais. Vous jouez avec elle dans un album Dire Mademoiselle que vous aviez arrangé en hommage à Nadia Boulanger. C'est votre duo, c'est une musique lumineuse, d'une grande sérénité et qui rend hommage à une grande dame de la musique, Nadia Boulanger. Astrid Serranossian, Nathanaël au piano, on vous écoute. Quelle merveille. Alors, on a commencé cette émission, je parlais d'un sondage, 37% des Français qui regrettent de ne pas avoir fait de piano, j'en fais partie. Il arrive un âge où c'est foutu... Jamais.
Oh non, vraiment, il ne faut jamais se dire ça. Je passe mon temps à le dire, mais il faut le répéter encore et encore. On peut tous jouer du piano, faire de la musique. Il y a forcément une musique qui nous touche. Et si on veut monter une pièce dont on rêve depuis toujours, il y a forcément une manière d'y arriver. C'est simplement la question, c'est comment être un peu aidé, aiguillé. Mais Vous avez été violonistes tous les deux, c'est plus simple de commencer le piano ou le violon? Les deux, de toute façon, c'est deux instruments très difficiles, mais c'est surtout le répertoire de ces deux instruments qui est difficile. Mais il y a tellement de façons d'avoir du bonheur avec ces instruments que... Toi, visiblement, tu as continué plus. Moi, j'ai fait ça juste 2 ans quand j'étais tout petit. Ouais. Hein, donc, Comment on fait pour donner envie de jouer du piano à des enfants qui ne connaissent pas ce monde-là? On leur fait écouter bonne des question, choses, mais- on les amène. c'est une bonne question, mais il faudrait un piano pour illustrer. En fait, c'est un peu difficile de répondre comme ça. Le plaisir du son, je dirais, sans réfléchir, c'est ce qui me vient à l'esprit. Essayer de leur faire prendre conscience, les ouvrir au plaisir du son. Alors, il y a plein de trucs. Alors, un piano, on fait des trucs sur le piano, des effets sonores peut-être Non, mais marrants c'est pour les gamins, sans rentrer dans les histoires de leur jouer telle musique, comme ci ou comme ça, une musique rythmique ou une musique mélodique. C'est déjà trop, peut-être. Juste essayer de faire comprendre que la musique, c'est d'abord une jouissance du son, quoi. On a besoin de jouir, excusez-moi. C'est souvent ce qui nous a donné envie de faire de la musique. Mais la vibration réelle La d'un vibration, piano ouais. est extrêmement... Ou Et ça, même d'un orchestre. les gamins, ils se Il y a rendent- eu cette Pardon, occasion-là. excuse-moi, ouais. Non, je t'en prie. Ouais. Mais De se retrouver devant un orchestre à 5 mètres, c'est une expérience inouïe, qui est tellement loin de se retrouver devant une enceinte ou un casque audio. ou un smartphone, tout simplement. incomparable. Et les gamins, je pense que quand ils entendent la vibration réelle des instruments, que ce soit un violoncelle d'Astrid qu'on a entendu tout à l'heure, ou un piano avec la résonance des cordes, ou les percussions réelles, c'est tellement loin de ce qu'on entend dans les interfaces contemporaines et que les gamins consomment en priorité. Je pense que c'est ça qui peut peut-être leur donner envie d'abord. Leur faire passer le truc de la vibration. Mais pour ça, il faut des vrais instruments. Comme disaient nos invités la semaine dernière, Jean-Claude Casatsu, Henri Texi, tout ça, ce n'est qu'une affaire de sensualité, finalement. Exactement. Oui, c'est vrai. De toute façon, on joue avec nos sens et on aspire à ça, à le partager à travers nos sens. Donc si on peut toucher ceux des autres, mais c'est un bien grand défi. Merci pour ces 2 albums absolument merveilleux que vous nous avez offerts l'un et l'autre. Uniquement jazz et uniquement classique, on est bien Évidemment, d'accord. évidemment. Merci Non, en tout Paris. cas. Ne mélangeons pas les genres. Voilà, Gardons les frontières On va étanches, continuer, c'est mais on va triste. continuer en parlant évidemment encore un petit peu de musique avec nos 2 partenaires, car vous savez que nous sommes partenaires avec Jazz Magazine. Jazz Magazine qui sort ce mois-ci un numéro exceptionnel sur l'année 1973, une année incroyable où, pour le monde de la musique noire américaine, surtout, James Brown, Keith Jarrett, Aretha Franklin, Marvin Gaye, tout le monde sort un bijou à cette époque, 1973. Et j'ai demandé aux gens de Jazz Magazine, et donc à son directeur de la rédaction, s'il avait, ces derniers temps, un coup de cœur, de nous conseiller, parce que c'est vraiment un puits de science, Fred Goati, et il m'a répondu, voilà mon coup de cœur. Bonjour à tous. Le coup de cœur de Jazz Magazine cette semaine, c'est le 3e album du saxophoniste Léon Fall, Stress Killer. Un album bien nommé qui vous fera oublier tous vos soucis quotidiens par son savant mélange de jazz acoustique et d'électronique via les claviers savants de Gauthier Toux. Et comme il n'y a rien de tel pour découvrir le nouveau répertoire d'un jazzman que la scène, eh bien je vais vous dire quelques concerts immanquables du groupe de Léon Fall. Attention, prenez note. Léon Fall sera en concert le 6 octobre à Toulouse au festival Jazz sur son 31. Il sera aussi le 7 à Antibes, le 8 à Saint-Quentin, le 11 à Reims au Sunnyside Jazz Festival, le 12 à Paris au Mama et le 20 à Villeurbanne. Vive Léon Fall, vive le jazz. Merci à Fred Goati pour ce conseil éclairé. Léon Fall, très bel album de jazz. Et donc évidemment, comme nous avons 2 partenaires, Classica également. Classica qui sort un très beau numéro autour du Quatuor Modigliani que je rêve d'accueillir sur ce plateau. Mais il va falloir un tout petit peu pousser les meubles pour accueillir un Quatuor. Et qui lui aussi nous conseille un très bel enregistrement. Et ça tombe bien, c'est le chanteur González Toro, c'est Monteverdi, c'est le retour d'Ulysse. Et c'est justement l'invité que nous aurons lors de notre prochain
numéro de Mélodie Nocturne. Mais d'abord la parole à Philippe Venturini, le directeur de la rédaction de Classica. Le retour d'Ulysse dans sa patrie vient de faire l'objet d'un magnifique enregistrement dû au ténor Emiliano González Toro, qui non seulement incarne le rôle-titre, Ulysse, mais également dirige son ensemble I Gemelli. Une superbe distribution d'une vingtaine de chanteurs a été réunie pour l'occasion, accompagnée par un orchestre foisonnant de flûtes, cornets et instruments à cordes en tout genre. C'est une version extrêmement vivante, colorée, dans laquelle l'humour n'est jamais absent, que propose Emiliano González Toro et son équipe, et qui vient de paraître sous le label Gemelli Factory. Dormo ancora, o son desto. Chi fece in me, chi fece il sempre dolce. Naviga, le solcano i venti, navigando le solcano i venti. Voilà, cette émission s'achève et j'ai envie de vous poser une dernière question, toute légère. Vous répondez brièvement, mais elle est la même pour tous les deux. Est-ce que vous avez conscience d'avoir de la chance d'être musicien? Oui. Il n'y a rien d'autre à dire, oui, absolument. Évidemment, ouais. Beau métier du monde. Après, faut y mettre toujours de l'énergie, de l'amour, etc. Mais bien sûr qu'on a de la chance d'être proche de ce qu'on a envie d'être, d'essayer de se rapprocher au max de ce qu'on a envie d'être. Donc voilà, ce soir, nous avons rencontré deux musiciens heureux et qui rendent les gens qui les écoutent très heureux. Merci Nathanaël, merci Baptiste. Merci. À la prochaine pour Mélodie Nocturne. Bonsoir.